Pour moi, le début de la composition était lié à la pratique, un peu à la pratique musicale, à la pratique de la guitare, du piano, de l'improvisation. Et je dois dire que parallèlement à des études plus ou moins sérieuses au conservatoire, assez petit, j'avais une sorte de pratique parallèle de groupes de rock où on jouait des thèmes existants, mais on a assez rapidement commencé à inventer nos propres musiques, nos propres morceaux. J'ai fait un lycée particulier qui était un lycée militaire. Donc au lycée militaire, on m'interdisait de jouer le piano, qui était un beau piano. On me disait, si vous voulez jouer du piano, vous avez qu'à jouer dans le piano à la récré. Donc il y avait à peu près 15 mecs qui étaient en train de détruire un piano et jouer n'importe quoi. C'était le seul moment où je pouvais jouer du piano, donc je ne jouais pas de piano, c'est là que je jouais plutôt de la guitare électrique. Et j'ai formé un groupe de rock à l'intérieur de ce lycée où on se produisait dans un truc totalement surréaliste où il y avait que des garçons en uniforme de tous les jours qui étaient le public déchaîné de cette soirée unique. Et c'était encore la dictature militaire en Argentine, c'était les années 79, 80, et tout allait assez mal à cette époque-là, et puis il y avait sûrement des gens très intéressants que j'aurais pu rencontrer en Argentine, qui étaient quelque part. Je me suis rendu compte bien des années plus tard que ces gens-là étaient là et que j'aurais pu les rencontrer. Mais moi je voulais partir de l'Argentine, je ne voulais pas rester là. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc j'ai fait des études de composition, j'ai fait tout ce que je pensais pouvoir faire là. Et puis j'ai interrompu mes études à l'université, je suis parti je suis venu en France. Je ne me posais absolument pas la question, je n'avais pas de problème ni de confiance, ni peut-être même de trop grand jugement. Il y a un désir d'expression qui était toujours beaucoup plus fort qu'un jugement qui aurait fait que je me dise à quoi bon continuer à écrire. Donc ça n'est venu que beaucoup plus tard, la critique qui fait qu'on se dit bon à quoi, est-ce que vraiment je suis dans un bon chemin, est-ce que cette chose-là vaut la peine de se continuer. Bien sûr cette question est apparue mais beaucoup plus tard. L'idée de regard d'aveugle sur les choses qu'on fait est intéressante parce que c'est ce qui fait que on produit et puis quelques temps après on regarde les choses qu'on a faites et on regarde celui qu'on a été avant. C'est pour ça aussi que ça ne m'a jamais donné envie de réécrire par exemple des pièces du passé proche ou plus ou moins lointain. C'est pas quelque chose que je fais, c'est pas quelque chose, je reviens pas sur le passé de celui que j'étais, je respecte celui que j'étais à ce moment-là comme si c'était pas une autre personne mais comme une sorte de trace de mon chemin. Concernant la prévision ou la pré-œuvre, le travail se fait d'une manière assez nébuleuse pour moi, pendant assez longtemps. Et c'est une façon presque de composer sans formaliser les choses directement sur le papier encore. Et certaines de ces idées vont devenir beaucoup plus nécessaires, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus des phares, comme des lumières qui éclairent l'idée générale. Et c'est là que les choses se précisent beaucoup plus. La prévision générale de l'œuvre va éclairer toutes les parties de l'œuvre. Pour moi, c'est ça qui est très important, c'est que cette idée noyau, en fait, une sorte d'idée forte, va aussi bien induire le comportement formel de la pièce que certains matériaux, ou certaines figures, certaines mélodies, certains accords, certaines relations entre instruments. Ça. Donc, il faut que je retrouve, au moment de composer, après, cette idée phare pour toutes les parties. Donc, une sorte de petit monde qui a une loi, qui est cette loi que je me suis imposée, ou que s'est imposée à moi plutôt, dans cette recherche. Et là, je formalise beaucoup plus. Là, je sais qu'il y a des choses qui doivent se parler en termes d'opposition, de contraste, de continuité, de transition. Et je fais un premier plan, en général formel, de toute la pièce, à partir duquel je me laisse aller à l'écriture
toujours en ayant un petit peu plus un terrain plus sûr où je veux mettre les pieds, mais surtout en ayant cette lumière qui éclaire les moments de l'écriture, à chaque moment, à chaque partie de la pièce. Je sens que je fais partie d'un mouvement artistique, mais à aucun petit mouvement précis. Le mouvement artistique général, c'est celui de la musique de création, de la musique honnête de fabrication de quelque chose de nouveau. Alors après ça, il y a des écoles. Je ne me sens pas appartenir à une école particulière, ni de défendre un principe de composition qui, pour moi, souvent veut dire en attaquer un autre. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Mes exemples de compositeurs, peut-être l'exemple pour moi aujourd'hui le plus à suivre comme compositeur, c'est celui de Ligeti. Et Ligeti, c'est la preuve même que l'appartenance à une école est presque pas possible. Il y a toutes les influences qui sont possibles, tout ce qui est intéressant peut devenir un élément du langage du compositeur, à condition qu'il passe par une sorte de filtre d'honnêteté et de vérité de son projet de compositeur. J'ai jamais senti aussi qu'une école allait appartenir à une école de composition, allait me donner quelque chose d'une sorte de support et de sécurité pour construire mon propre truc. Donc la place de l'aspect mélodique dans ma musique est très importante. Et je pense que l'origine de ça, je l'ai relié, j'ai pas mal pensé à ça, et je reliais à la pratique vraiment de la guitare électrique, où j'étais soliste et où vraiment mon expression de guitariste était passée par la mélodie, passée par cette idée de mélodie, et puis par une autre pratique que j'avais parallèlement, qui était la pratique vocale. Donc je ne l'ai pas dit avant, mais j'étais chanteur aussi quand j'étais enfant. Je chantais dans les chœurs d'opéra et les rôles solistes à l'opéra. Donc j'avais une pratique de la scène aussi en tant que chanteur. Donc pour moi, ma mère étant chanteuse aussi, l'idée de la mélodie était quelque chose de totalement naturel. Chanter était tout à fait naturel. Ce n'était pas une expression que j'ai apprise après. Donc la mélodie, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que j'ai toujours été, et le rythme de ma musique est souvent proche d'une prosodie qui a à voir avec le chant, qui a à voir avec la guitare électrique qui a aussi une expression proche du chant ou de la voix, du cri. Après, plus loin, cette chose-là est devenue morphologie dans tous les travaux électroacoustiques. Et là, la spectromorphologie, les choses sont complexifiées plus. Et le travail de contrepoint, justement, c'est raffiné, c'est sublimé, c'est développé beaucoup, mais toujours à partir de cette composante mélodique primaire. Donc le goût par les contrepoints, par les réponses, par les dialogues, ces choses-là, a fait cette complexité-là un peu dans mon langage. Et la verticalité, je dois plus la travailler toujours. Pour moi, c'est pas quelque chose d'aussi naturel, l'harmonie. Donc c'est parfois dans les pièces la chose que je travaille le plus. Je bosse énormément les accords, je dois travailler plus parce que c'est pas mon truc naturel. J'ai une facilité, une assez grande facilité pour tout ce qui est le domaine électroacoustique, pour façonner les sons, pour le travail fin du son en studio, tout ça mais très facile, mais assez naturel. Je domine vraiment ce monde-là, je crois, d'une manière assez virtuose. On est toujours virtuose dans un domaine. Et là, je crois que je connais ça très bien. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le moyen d'expression qui me convient le plus ou le mieux. Je ne saurais pas dire ça. Je pense que les instruments finalement pour lesquels j'écris mieux et pour lesquels les choses sont les plus sensibles, c'est les cordes. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas la guitare, c'est pas le piano, c'est pas vraiment l'électroacoustique, mais c'est les instruments à cordes là où je trouve une sensibilité qui me paraît finalement la plus intéressante. Donc l'émotion, elle a toujours été présente dans la musique. Je crois que c'est peut-être le premier moteur de la musique, de la manière d'aborder la musique pour moi. Je
pense que c'est l'émotion qui m'a fait devenir musicien. C'est l'émotion qui m'a fait persister beaucoup dans la composition. Et l'émotion, elle existe toujours dans les pièces, même les pièces que je fais, même celles dans lesquelles l'émotion n'est pas au premier plan. Elle a subi des changements, des évolutions, des mutations. Celle qui était au départ une sorte de frisson que je devais ressentir absolument dans une pièce que je fabriquais, à l'exécution, quelque chose qui vraiment me faisait vibrer quelque chose en moi de très profond. Je devais sentir ça dans les pièces, sinon la pièce n'était pas réussie pour moi. C'est une chose qui, avec le temps, m'arrive de moins en moins, avec ma musique, mais avec n'importe quelle musique. Et l'émotion s'est transformée en quelque chose de beaucoup moins précis. C'est une émotion esthétique beaucoup plus large, peut-être adoucie, peut-être plus vieille, peut-être parce que je suis plus vieux, plus mûr, j'en sais rien. Mais l'émotion, elle existe toujours, mais c'est une sorte d'émerveillement d'un autre type. C'est traduit plus dans cette direction-là. Mais elle est toujours là, toujours présente. Et parfois, il y a cette pointe de cette émotion première qui apparaît dans certains travaux. Et je me dis, ah, tiens, là, il y a quelque chose qui est toujours là, sous cette forme originale. Et je trouve ça bien.